et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez prendre la parole en toute liberté et en direct pendant 2 heures. La ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21. Vous y serez accueillis par Julie et Siba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Vous pouvez également nous adresser dès maintenant vos mails sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. C'est parti pour 2 heures de direct. Nous attendons vos appels 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci de me recevoir en tout début d'antenne. Ça me fait très très plaisir. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir parmi nous. Alors, oui. Vous voulez me parler de la relation que vous avez avec votre ami. Oui. Vous avez, vous êtes avec un homme depuis 2 ans. Oui, c'est ça, oui. Et puis, il y a un épisode qui s'est passé il y a quelques jours, je crois, oui, et qui vous a, il y a 15 jours, hein, c'est ça, et qui vous a fortement ébranlé. Oui, tout à fait, oui. Alors, d'abord, je vais me présenter. Bon, voilà, j'ai 50 ans. Et il y a 6 ans, j'ai divorcé. Donc, d'un homme avec lequel je vivais depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 21 et 23 ans. Et puis, suite à ce divorce, ma foi, j'ai fait une grave dépression. Donc, tant et si bien que je me suis retrouvée à ma demande pendant 3 semaines dans un CHS. Donc, j'ai très, très bien été entourée, aussi bien par le médecin que par l'équipe, etc., et même par ma famille qui est assez lointaine. Donc, j'ai dû déménager et petit à petit, ma foi, j'ai repris goût à la vie, comme on peut dire. Donc là, après, j'ai fait une formation, donc j'ai obtenu un diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Voilà, donc la vie a repris son cours. Et puis, il y a 2 ans, sur un site de rencontre, ma foi, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Voilà. Et donc, cette personne a, comme moi, à peu près 50 ans, un petit peu moins. Il est chauffeur routier, donc il n'est pas là la semaine. Il rentre que le vendredi soir, si vous voulez. D'accord. Et donc, au bout de 9 mois, donc de contact, on se voyait, hein, parce qu'il habite pas très loin de chez moi, si vous voulez. Donc, on a décidé de se mettre ensemble. Donc, lui, il a une fille, et moi, j'avais un garçon. Donc, j'ai déménagé. Nous avons déménagé chacun pour prendre un appartement beaucoup plus grand. Voilà. Et il y a quelque temps, donc on va dire il y a maintenant, c'est peut-être dire 8 ou 9 mois, sa fille, elle est partie comme ça, sur un coup de tête, rejoindre un copain. Voilà, donc c'est une chose qui l'a beaucoup affectée. Et donc c'est... elle a quel âge, sa fille? Elle a 20 ans, voilà. D'accord. Donc elle est partie comme ça, sur un coup de tête, en fait. Bon... parce que ce jeune homme, en fait, on l'accueillait et il faisait rien de leur journée, voyez-vous. Donc, ça ennuyait beaucoup le papa. Voilà. Et oui, comment dire. Donc, moi, je suis auxiliaire de vie sociale. Oui. Je suis en CDD. Et donc, mon travail, en fait, consiste à me rendre chez différents particuliers. Voilà. Hein, j'ai beaucoup d'interventions dans la journée. Et il s'est trouvé, il y a 15 jours, que mon ami était en vacances. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on n'a jamais pu prendre de vacances ensemble, parce que moi, je fais que des remplacements. Donc, les remplacements d'été, d'hiver, pour les fêtes, etc. Oui. Et puis, là, j'ai eu une semaine qui était vraiment très, très chargée. Je suis très, très fatiguée, hein, forcément. De plus, la nuit, j'ai beaucoup de mal à dormir. parce qu'il ronfle beaucoup, donc énormément, donc je peux pas dormir et tout. J'étais très très fatiguée et malheureusement la dernière intervention avait lieu à 20h, donc je suis rentrée chez moi avec 1 heure de retard. Et mon ami, il n'a pas été très content parce que sur le planning c'était pas marqué que je devais rentrer à 20h.
Donc, Pourquoi? Parce que vous faites un planning j'ai un planning, oui, par mon association. Ah oui. Mais seulement, mon intervention ne devait Et alors, durer... il contrôle votre planning? C'est-à-dire qu'il l'avait sous les yeux, quoi. D'accord. Bon, Oui, il mais pensait enfin, que en même temps, on sait que des rendez-vous, parfois, peuvent se prolonger. Oui, non, mais lui, il comprend pas ça du tout. En fait, l'intervention devait durer 30 minutes. Oui. Donc, Mais en enfin, fait, chez des particuliers, parfois, ça peut prendre plus de temps, un rendez-vous. Ah oui, tout à fait. Et donc là, c'était un cas très particulier. Oui. Donc, monsieur qui sortait de l'hôpital. Oui. Et il y avait... Surtout en fin de journée, vous avez pu... le retard peut s'accumuler par rapport au rendez-vous précédent. Non, j'avais pas de retard par rapport à cette personne, pas du tout. Non, mais pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais bon... Non, c'est pas grave. Non, mais ça arrive des fois, qu'on ait du retard pour un problème, un impondérable, comme on dit. Donc là, non, c'est que non, en 30 minutes, l'intervention n'était pas possible. C'était un monsieur qui sortait de l'hôpital. Oui. Donc, prothèse de hanche, changement de protection. Oui. Fallait enlever les bas de contention, remettre la telle, etc. Donc, ce monsieur, je ne pouvais pas le bousculer, voyez-vous. Je il pouvais vaut mieux pas, non? Non, pas du tout. Non, et puis moi, je respecte tout à fait, je mets un point d'honneur à respecter les gens, à pas les bousculer, voyez-vous. Et donc, de toute façon, l'heure supplémentaire, le monsieur m'a bien dit, prenez le temps qu'il vous faut. Donc, j'ai pris le temps qu'il me fallait, sans plus. Oui. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait de l'autre côté, mais bon, j'ai à cœur mon métier et je le fais correctement et consciencieusement, voilà. Donc, pour résumer un petit peu tout ça. Donc, vous êtes arrivé en retard? Je suis arrivée en retard chez moi. Donc, mon ami, quand il m'a dit, oui, tu devais être là à 6h30. Mais je lui ai dit, oui, mais... comprends-tu que c'était pas possible du tout. Oui. Alors il me dit, tu aurais dû m'envoyer un message. Mais vous savez, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous prenez votre voiture, vous rentrez. Moi, j'ai pas pensé à envoyer un message pour dire que j'allais être en retard. Et surtout que lorsque je suis en intervention avec une personne comme ça, je la quitte pas de l'œil, quoi. Bien sûr. Alors, il s'est très fâché. Et ça m'a tellement... mais voyez-vous, j'étais dans mon tort, dans ma raison. Je veux dire... je lui ai expliqué les raisons de mon retard et pourquoi et ça m'a tellement que j'en ai été suffoquée, quoi. Oui. Et c'est une personne il y a 2 ans, donc son ami l'a quitté puisqu'il n'était pas marié et lui-même en fait il a entre guillemets pété les plombs, si vous voulez, parce qu'en fait au mois de mai elle lui a annoncé le jour de son anniversaire qu'elle le quittait et peu de temps après elle lui a dit voilà, je te quitte parce que j'ai trouvé un autre homme. D'accord. Voilà, donc c'était la femme de sa vie et puis il a perdu une 30aine de kilos. Après ça, son frère lui a demandé d'intégrer le CHS parce qu'il devenait violent. Voilà, et donc moi je l'ai rencontré peu de temps après, donc il était assez mince, et maintenant il a repris tous les kilos, voyez-vous, donc maintenant c'est quand même quelqu'un d'assez bien portant, comme on peut dire. Mais au niveau de son caractère, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui vit perpétuellement dans la violence verbale, donc même des choses par rapport à son ami qui l'a trompé, certes, et qui, moi, me font vraiment du mal. Du style, je vais la tuer, je vais prendre un fusil, je vais l'attendre, je vais lui taper dessus. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, moi, cette violence-là, je ne peux pas l'entendre. Je peux comprendre, mais je ne peux pas entendre des mots aussi violents qu'on veuille. C'est la première fois qu'il était comme ça avec vous, qu'il était violent verbalement, qu'il était dans une... C'est pas la première fois. Non, c'était pas la première fois. Des fois, ça lui arrive de... oui, une fois, oui. J'étais rentrée en retard, mais là, c'était parce que je cherchais un cadeau pour son frère, pour Noël. Oui, mais peu importe d'ailleurs la raison. Vous voyez, vous êtes presque amené à vous justifier comme si vous étiez en tort, alors que vous n'êtes pas en tort. Non, ça, de toute façon, sa colère est complètement disproportionnée. Bon, alors après que effectivement vous ayez pu envoyer un petit SMS en disant je vais avoir du retard, mais comme vous dites, pris dans le feu de l'action, la priorité c'était quand même, en l'occurrence là, votre travail, vous occupez, vous avez des personnes à prendre en charge qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations de grande dépendance, dont vous devez vous occuper, que vous devez avoir vraiment à l'œil, ne pas quitter des yeux, parce que c'est une question de sécurité.
Hein, Tout à fait, bon. oui. Donc, alors que lui, ce monsieur, il vous attendait, vous étiez chez vous, il n'est pas dans une situation de vulnérabilité, il n'est pas dépendant de vous, enfin, physiquement, enfin, je veux dire, vous voyez, il peut se prendre en charge, il n'était pas mal, pas dépendant, il n'est pas malade, il pouvait vous attendre tranquillement. Bon, le problème, c'est qu'il s'angoisse, c'est que il vous fait payer quelque chose de sa situation passée, qu'il n'a pas digéré et qu'il n'a pas réglé. Parce qu'en fait, vous dites dans ce qu'il a vécu de son histoire précédente, il a été quitté par sa précédente compagne pour un autre homme. Moi, ce que je comprends de cette histoire, c'est que il ne s'est pas complètement remis de ça. Pas qu'il ait des sentiments encore pour cette femme. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein, mais que la blessure qu'il en a éprouvée, peut-être un sentiment de peur, de perdre, peur que ça se répète. Il y a quelque chose qui l'habite encore. Mais justement, vous avez tout à fait compris, et c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit ces paroles-là. Je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose avec ton ex-famille qui ne t'est pas réglé. Je lui ai conseillé d'aller voir un thérapeute. Alors, c'est vrai qu'il a été pris en charge pendant une semaine dans un CHS parce qu'il était devenu violent. Donc, moi, j'ai été dans ce même CHS, mais j'étais dans une unité où il y avait des gens qui étaient en dépression, voyez-vous. Donc, je n'étais pas, entre guillemets, dangereuse pour les autres. Mais lui, l'unité dans laquelle il est allé, c'est une autre unité. Enfin bon, je ne connais pas les autres unités, mais ça m'a l'air d'être une unité où les gens sont dans une certaine violence, voyez-vous. Et cette violence, il la répète continuellement quand il y a quelque chose. Bon, on a des voisins qui sont bruyants, certes. Tout de suite, je vais aller leur casser la gueule, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pour moi. Même pour vous, si vous voulez, ça vous fait vivre dans une situation de stress, de peur. C'est pas acceptable de vivre. Enfin, c'est pas acceptable. Vous me direz, il y en a qui l'acceptent, hein, mais c'est leur problème de vivre auprès de quelqu'un qui est comme ça sous tension en permanence. Ou bon, vivre avec les autres. Il y a des voisins. Écoutez, à moins d'aller vivre au fin fond des bois, on entend les autres. Il y a des bruits. C'est parce que lui va mal et qu'il ne supporte pas. Et vous voyez, vous avez raison. Il aurait besoin d'aller parler, de se faire aider pour comprendre d'où vient cette violence, d'où vient cette agressivité. Il n'a pas à vous la faire porter comme ça. C'est vrai que lorsqu'il est allé dans ce CHS, je lui ai dit, mais écoute, t'as pas rencontré un psychiatre, un psychologue? Parce que moi, actuellement, je suis toujours suivie par un psychiatre, un psychologue. Et j'ai redemandé un rendez-vous la semaine dernière. Donc, j'ai été reçue par la psychologue à qui je peux parler de tout ça. Et je suis toujours sous antidépresseurs. Mais bon, c'est vraiment, là, je commençais à espacer les doses. Bon, je suis à une dose minime, si vous voulez. Mais là, j'ai dû reprendre un traitement un petit peu plus fort, repasser à la dose supérieure, parce que je suis dans un état de fatigue grandissant. Bon, mon travail me passionne, c'est pas ça le problème. Mais c'est que, je vous assure, le mardi matin, je suis partie, je pleurais, et il a eu la méchanceté de me dire, t'as qu'à aller travailler, mais j'ai trouvé ça tellement méchant. T'as qu'à aller travailler, ça va te détendre. J'ai eu tellement de méchanceté. D'ailleurs, le lundi soir, donc quand on s'est disputé, il a commencé à démonter certains meubles à lui. Il a enlevé ses vêtements de notre chambre, il les a mis dans une autre chambre. Donc vraiment, il était dans mais est-ce qu'il vous paraît jaloux? Qu'est-ce qu'il est quand vous rentrez tard comme ça, est-ce qu'il fait des réflexions? Est-ce qu'il pense que vous êtes en retard parce qu'éventuellement vous pourriez aller voir quelqu'un? Non, il n'y a pas de jalousie, il y a pas. Ça se manifeste pas comme ça. Je vais vous expliquer. La semaine, il n'est pas là, donc c'est pour ça que je peux me permettre, si vous voulez, mes enfants ne sont plus là. J'ai une liberté au niveau de mon travail. Bon, moi, bien souvent,
ça m'arrive de discuter 5 minutes avec les gens, hein, sans leur faire payer, non, par plaisir, parce que je suis en présence de personnes qui sont en souffrance, il y a des personnes qui sont isolées, puis bon, discuter, ça fait partie aussi du travail, mais c'est aussi mon plaisir. Je fais aussi partie d'une association humanitaire, hein, qui est très très connue, et c'est vrai que là, j'ai pas arrêté de bassiner un petit peu avec mes problèmes que je rencontrais au niveau de l'association, c'est-à-dire des plannings qui étaient totalement changeants d'un moment à un autre, c'est-à-dire, ben voilà, bon, vous savez, par exemple, le mardi, vous allez avoir votre vendredi après-midi, et puis toc, l'association vous colle une intervention. Donc, voyez-vous... Et alors, par rapport à lui, vous étiez en train de me dire que la semaine, donc, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, et quand il revient... disons que m'organiser comme je veux, non, pas vraiment. Disons que les interventions, je les accepte parce que je peux les faire du fait que je n'ai personne à la maison. Si on me dit, ben voilà, l'après-midi, est-ce que vous... Bon, on me demande aussi, hein, mais des fois, on me les impose, voyez-vous. Bon, parce que j'ai des personnes qui sont âgées, qui sont hospitalisées, comme ça, du jour au lendemain. Donc, mon planning peut changer d'une journée à une autre. Mais disons que ça me dérange pas trop du fait que... J'ai compris ça, oui. Mais par rapport à lui, parce que je reviens, moi, sur votre relation. Eh ben, c'est vrai que je me sens très très mal parce que, bon, c'est une personne qui m'a dit, et que je ne savais pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, un flou dans sa vie. Il m'a dit qu'un jour, par légitime défense, il avait tué quelqu'un. Mais je n'en sais pas plus. Quoi ? Oui, il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un. Alors, il me l'a dit, mais je ne sais pas de quoi il s'agit, comment ça s'est passé. Oui. Ou alors j'ai mal entendu, mais je sais que... Enfin, en général, c'est quelque chose qu'on... Je ne sais pas. Si vous avez entendu ça, enfin, on entend bien ce genre de choses, non ? Oui, moi, et je sais, mais ça, il me l'avait dit auparavant, qu'il avait renversé un enfant dans son travail, que ça l'avait beaucoup, beaucoup affecté. Ça, je pense. Et donc, il a eu plusieurs... Il est routier, c'est ça ? Oui, c'est dans le cadre, oui. Et donc, dans son travail, ma foi, cet enfant, il a traversé la rue comme une balle. Il est décédé, l'enfant ? Oui. Et l'enfant est décédé des suites de cet accident. Donc, ça l'a beaucoup affecté. Et quand il passe dans le... Épouvantable, oui. Oui, ça l'a beaucoup... mais je l'ai accepté. Oui, mais ça, malheureusement, ça, c'est pas... Là, on n'est pas dans le même registre. Là, c'est pas tué par légitime défense. Là, c'est... Si, malheureusement, il était au volant, c'est un drame épouvantable. Mais ce qui peut... Ça fait froid dans le dos à tout le monde qui conduit. Quelqu'un qui déboule devant une voiture et on peut malheureusement parfois rien faire. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas dans le cas de tuer. Là, c'est l'accident terrible, et qu'on porte à vie. Malheureusement, c'est on peut comprendre que ça l'est complètement, perturbé. Il porte beaucoup de choses, cet homme, et donc il faudrait pouvoir parler. Alors c'est autre chose que de dire un jour j'ai dû tuer par légitime défense. Qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte, de quoi parle-t-il? Vous voyez, parce que entre le fait aussi que lorsque son ami le quitte, son frère a dû le faire hospitaliser parce qu'il devenait violent. Là aussi, tout le monde ne bascule pas dans la violence parce qu'il est quitté quand même, hein. Oui, mais comment expliquer moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous, Sylvie, comment vous sentez-vous actuellement? Très mal. Franchement, j'ai demandé donc... Faut que vous pensiez à vous aussi dans cette histoire. Le mercredi, je suis allée voir mon médecin entre 2 interventions. J'avais comme une sorte de gastro, mais c'était pas la gastro en fait. Vous aviez mal au ventre? J'avais mal au ventre, mais une barre à l'estomac. La même chose que j'ai vécu avec mon ex-mari. Pourtant, mon ex-mari n'était pas violent. C'était d'un autre type d'ordre. Mais je me suis retrouvée vraiment avec l'envie de rien. Vous rendez-vous compte que je n'avais plus envie de faire mon travail? Mais je comprends, et il y a des gens, il y a une dame qui était très très âgée, j'avais les yeux rougis, j'étais fatiguée, moi qui suis plutôt quelqu'un qui est dans la vie, dans le dynamisme, qui essaye de remonter le moral des gens, de les tirer vers le haut. Voyez-vous, et quand je suis avec eux, je suis avec eux, voyez-vous. Oui, mais là, ça se comprend. J'étais morte. Mais vous entendez vos propos? Oui.
Mais mon frère, quand il m'avait vu, il y a déjà 6 ans en arrière, il m'a dit, Sylvie, on a l'impression de voir une morte vivante. Mais c'était tout à fait ça. Je n'avais que la peau sur les os. Bon, j'avais beaucoup maigri. Oui, mais parce que si vous voulez, cet homme, la violence, ça a quelque chose qui, à un moment, d'ailleurs, vous le dites, vous avez été complètement sidéré par la façon dont il vous a reçu, par sa violence verbale. Vous n'aviez plus de répondant face à ça parce que vous étiez complètement pétrifié par cette violence. Et après, ça vous coupe, vous n'avez plus, vous n'avez plus, ça vous enlève toute votre vitalité. C'est comme si vous étiez vidé de toute énergie. Donc petit à petit, vous dites, c'est comme si j'étais morte. Oui, mais il est en train de complètement vous dévitaliser, cet homme, cette relation. Donc c'est un moment, il faut penser à vous et lui dire que il y a des, c'est ce qui doit vous faire réagir et dire qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas. C'est-à-dire, il n'a pas à gérer comme ça. Là, c'est complètement disproportionné. C'est-à-dire, si lui, il est en difficulté, il y a des choses qui le mettent comme ça hors de lui, parce que c'est vraiment hors de lui. Il faut qu'il se fasse aider et qu'il aille en parler. Mais que vous n'avez pas accepté ça. Ben oui, mais moi, et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas le même caractère. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme. Voyez-vous, le week-end, j'en profite pour déstresser, pour me reposer, pour faire tranquillement mon ménage, parce que j'ai pas le temps dans la semaine de le faire à fond, si vous voulez, pour lire, pour aller sur l'ordinateur, pour aller me balader. Et lui, c'est un vrai marathon. C'est quelqu'un qui est toujours dans le mouvement. Il peut pas rester assis dans un fauteuil et dire je vais prendre un livre et pendant une demi-heure, une heure, je vais... Non, il peut pas. Bon, mais ça, écoutez, que vous ayez des caractères différents, après tout, on peut avoir des caractères différents et bien s'entendre. Alors, lui a besoin d'être dans une hyperactivité, il ne se pose pas. Peut-être parce que justement, je pense que votre ami est quelqu'un d'aussi d'hyper anxieux et qu'il a besoin comme ça d'être dans une très grande activité pour canaliser cette anxiété. Là où vous pouvez vous poser parce que vous êtes quelqu'un de plus calme. Maintenant, au-delà de ça, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a de la violence verbale et que ça, c'est pas acceptable. Alors, Ninon pose une question en disant comment peut-on amener quelqu'un de violent à se faire soigner ? Si la personne ne veut pas se faire soigner, on pourra pas l'amener à se faire soigner. Ou alors, parfois, il y a des hospitalisations d'office si effectivement la personne, c'est sur la voie publique, il met en danger sa vie ou celle d'autrui. Bon, là, il s'agit pas de ça, mais c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez dire que ça suffit de cette relation. Oui. Alors, vous pouvez vous mettre en retrait de cette relation. Alors, c'est vrai que, je vous ai pas dit, j'ai proféré une parole malheureuse. Parce que mon ami il a des problèmes de santé si vous voulez, donc il est allé voir un médecin et pour comme il est tout le temps assis dans un camion, quand il a eu 6 ans, il lui-même s'est fait renverser par un petit camion, donc il revient de loin, donc il a pas mal de cicatrices, etc. Et maintenant, il est assez fort, je dirais même obèse, et le médecin lui avait prescrit donc des bas de contention, des chaussettes de contention. Et là, je lui ai dit ce soir-là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour ta santé, parce que moi, voyant des personnes âgées, même... D'accord, qu'est-ce que vous lui avez dit alors ? Eh bien, alors, comme il venait violent verbalement, je lui ai dit, t'as une façon de réagir un peu comme les nazis. Et là, ça l'a sidéré à son tour. Il m'a dit, pour lui, je le comparais à un nazi, mais je veux dire par les actes. Je disais pas qu'il était un nazi parce que lui, il aime beaucoup cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Mais pour lui, c'est comme si je lui avais dit... mais évidemment, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez ? La violence amène aussi des réactions, amène l'outrance. Donc, effectivement, voilà, ça, on est dans l'excès après de part et d'autre. Donc, évidemment, vous aussi, il y a surenchère et vous allez le traiter de nazi. Donc, vous répondez... Mais non, mais... Oui. Mais tant est que effectivement, c'est jamais agréable de se faire traiter on est dans l'outrance, la violence. Vous voyez bien l'escalade et la surenchère. Vous voyez où vous en êtes au niveau de votre relation de couple quand même.
Ça devrait vous interroger. Non, mais ce que je veux dire, Sylvie, on voit à quel point vous avez besoin d'en parler. Vous me dites que vous retournez voir votre psychiatre. Vous êtes en train alors que vous étiez en train de diminuer votre traitement, arrêter, vous sortiez, vous alliez mieux au niveau de votre dépression. Plutôt en train de doucement replonger. Parce que cette relation, en tout cas avec cet homme qui a certes ses problèmes, qui a vécu des choses, le drame que vous décrivez, si lui, enfant, a vécu un accident, qui malheureusement à son tour a écrasé un enfant au volant de son camion, bon, tout ça est épouvantable. Pour autant, ça ne justifie pas qu'il se déverse toute sa souffrance auprès de vous. Vous avez eu votre lot, et c'est pas parce qu'on est en très grande souffrance et qu'on est malheureux qu'on doit faire souffrir les autres autour de soi, surtout si ces derniers sont plutôt bienveillants à notre égard. Donc, à un moment, vous ne pouvez que vous protéger, vous. Et dire, dans cette relation, moi, je peux pas accepter, en tout cas, qu'il y ait une escalade, comme ça, et qu'on s'agresse mutuellement. Donc, soit on fait quelque chose et peut-être par rapport à tu te fais aider parce que c'est difficile, tu as beaucoup de colère en toi, beaucoup de choses dues à ton histoire qui sont compliquées, et tu te fais aider pour que ça ne rejaillisse pas sur notre couple, parce que sinon c'est notre couple qui va exploser en plein vol, ou alors sinon notre histoire elle va s'arrêter. Ben là, ça m'a tellement sidérée que j'ai plus envie. Bon, alors si vous n'avez plus envie, il faut le lui dire. Oui. Voilà, il faut lui en parler très clairement. Hein, en tout cas, pour conclure, il y a Olivier qui dit je suis AVS, et qui dit Sylvie emploie les bons termes, est très professionnelle, s'occupe de toutes ces personnes de manière responsable, bravo à elle. Il y a Sergio qui dit je pense que votre ami est toxique, pensez à vous, il y a vous qui avez beaucoup de gentillesse dans votre voix. Voilà, donc il faut un peu réfléchir, et prenez le temps d'y réfléchir. Avec la psychiatre qui vous suit. Un petit mail aussi de Fanny qui dit on sent que vous êtes malheureuse, vous avez 50 ans, vous avez passé l'âge de ne plus de vous faire respecter, faites votre chemin sans lui, vous serez peut-être libérée de vos angoisses. En tout cas, parlez-en. Oui, ben, j'en ai déjà parlé. Parce qu'on sent que, bon, effectivement, vous êtes angoissée. Mais j'ai de la peine pour lui, parce que avant cette femme-là qu'il a connue pendant 20 ans, il a connu une autre femme avec qui il a eu un enfant. En fait, cette autre femme a eu un enfant d'un autre, mais lui, il a reconnu, vous voyez, il a reconnu cet enfant dont il n'était pas c'est toute votre ambivalence. Hein, voilà. C'est-à-dire moi, je suis toujours dans l'empathie. Mais que vous soyez... Alors, écoutez, Sylvie, que vous soyez dans l'empathie dans votre travail, ça fait partie de votre travail. C'est une très bonne chose. Que vous soyez dans l'empathie dans votre couple, voyez, à un moment, votre couple, c'est un lieu aussi où vous devez pouvoir vous ressourcer. C'est vrai. Si dans votre couple, vous ne pouvez pas vous ressourcer et que vous vivez avec la peur au ventre, puisque finalement vous êtes allé consulter avec la barre au milieu de l'estomac, avec finalement mal au ventre, c'est qu'à un moment votre corps il se met aussi à parler, et à dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc il faut peut-être entendre aussi ça. Bien sûr. Alors, un mail aussi de Grégory, on va conclure, qui dit l'auditrice, ça fait un beau lapsus. C'est vrai qu'au départ, vous avez dit j'étais dans mon tort. Au départ, bon, pour se reprendre, j'étais dans mon droit d'être en retard. Je la trouve trop gentille. Elle doit lui proposer de suivre une thérapie ou le quitter. À lui de choisir. Son travail est suffisamment pénible, même si elle aime, pour ne pas en rajouter le soir en rentrant chez elle. Que son ami lui prépare à dîner et l'accueille avec le sourire. Sylvie est fragile, mais est saine. Alors en plus, car elle se soigne, son ami est fragile, ne se soigne pas et lui fait cadeau de son mal-être. À fuir. Frédéric, c'est une femme, dit « Je vous écoute, j'ai vécu la même situation de violence, j'en ai fait une grave dépression. Ça commence par des reproches de retard. Ensuite, j'étais pistée constamment jusqu'à lire dans mon GSM, fouiller mon sac, me téléphoner sur mon lieu de travail. Cela a terminé par des gifles et des menaces. Il ne faut pas culpabiliser et il faut peut-être songer à le quitter. » Oui. Voilà. Oui. Bah, écoutez, je remercie tous les auditeurs qui m'ont écouté ce soir.
Donc, Mais c'est vrai que tout ça, ça me fait peur de... Ben oui, c'est... Parce que bon... Parlez-en avec la oui. psychiatre que vous voyez, hein, parce qu'on Oui, voit bien oui, que oui. vous êtes assez ambivalente et assez... En tout cas, il y a des choses que vous acceptez qui sont pas franchement acceptables, là. Pas du tout, Bon, oui, tout voilà. à fait. Donc réfléchissez-y quand même. Ben, je vous remercie Bon beaucoup, courage. Caroline. Bon courage, Merci. Sylvie. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonsoir, Sophie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis hyper intimidée de vous parler, mais je suis très contente parce que je vous aime beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Et je voulais vous parler au sujet du jeune homme qui a parlé hier de la rhinoplastie. Ah oui, John. Oui, alors malheureusement, Oui. j'ai pas suivi tout. J'ai pris son témoignage en cours de route, mais j'ai Oui. compris que, en fait, il attribuait ses difficultés avec les femmes à son nez. Oui, oui, tout à fait. Alors, il appelait au départ John parce que il avait encore son plâtre sur le Oui. visage Oui. et on devait lui enlever dans 4 jours, donc 3 jours maintenant. Et il appréhendait beaucoup le moment où on allait lui retirer parce qu'il avait, Oui. il avait peur finalement, peur de ce nouveau nez et au-delà Oui. de ça, de ce nouveau visage finalement. Ah, Peur oui, de d'accord. peut-être... c'est compliqué au fond de vraiment verbaliser de quoi il avait peur, mais il le désirait à la fois ce changement puisque Oui. le nez d'avant le complexait beaucoup parce que Oui. comme vous le dites Sophie, il a dit que beaucoup de filles soit l'avaient quitté selon lui, d'après ce qu'il nous disait à cause de ce nez, Oui. ou n'avaient pas voulu sortir avec lui à cause de ce nez. Oui. Il en était intimement convaincu. Voilà. Oui, voilà. Donc, et paradoxalement, il le disait lui-même, paradoxalement, la perspective, plus l'échéance se rapprochait, de se trouver face à ce nouveau nez tant Oui. espéré, Oui. eh bien l'angoisse montait. Voilà. Alors, ah oui, d'accord. Moi, j'avais cru, en fait, quand j'ai pris la conversation, vous parliez surtout du fait que ces difficultés venaient pas forcément du nez. Donc, je voulais apporter un petit Alors témoignage moi, par rapport à ça. c'était au dépapart mon point de vue. Je disais comme souvent par rapport à un complexe, mais Oui. je vous écoute, vous. Non. Alors, oui, donc en fait, moi, je voudrais, dans ce cas-là, lui dire deux choses. Une première, vraiment sur l'aspect physique du nez. Il vous écoute parce qu'on l'a rappelé, je crois. Oui. On a, voilà, oui, on a rappelé John pour qu'il puisse vous entendre. Ah bon, Voilà. bah tant mieux alors. Mm. Donc alors moi, j'ai fait la rhinoplastie l'été dernier. Donc là, ça fait 9 mois. Et donc pour l'aspect purement technique, quand on retire le plâtre, il faut bien savoir que le nez sera encore gros. Faut pas du tout. C'est important de le là, dire. vraiment, il faut le savoir parce que les chirurgiens ont peut-être tendance à un petit peu minimiser la chose, sinon personne Mhm. se ferait opérer, je pense. Et donc bon, ils vous disent tout va bien se passer, ça c'est vrai, tout se passe bien quand c'est un bon professionnel, mais quand on retire le plâtre, il y a un œdème pas possible, le nez paraît vraiment gros. Et faut pas du tout croire que c'est comme dans les émissions, des fois où on voit ça dans les émissions de télé, ou dans un film, on retire le plâtre, la personne est sublime, c'est pas du tout ça. Donc ça déjà, faut pas qu'il s'affole de ça, et ça m'étonnerait qu'il se trouve beau direct. C'est Et, important de le préciser parce oui, que c'est effectivement, très on peut important. il pourrait avoir un choc en se disant c'est Voilà. pas du tout ce qu'il souhaitait. Absolument. Moi, quand il me l'a retiré, j'ai même pas trop voulu lui montrer pour pas le vexer, Ouais. le chirurgien, mais je me suis dit, mais c'est horrible, c'est énorme. C'était gentil de votre part. Vous vouliez pas vexer votre chirurgien. Oui, Ouais, j'étais vous vouliez pas gênée, montrer votre déception. Oui, C'était voilà. plutôt gentil. Voilà. Alors après, je Oui. sais pas qu'est-ce qu'il a fait précisément sur le nez. Moi, il y avait plusieurs choses. Est-ce que c'était une bosse, un nez trop fort, Ouais. trop... Et je oui, sais en pas. même temps, c'était encore tuméfié. Ah, mais c'est complètement Ouais, tuméfié. c'est ça. Alors, faut bien savoir, pendant 3 semaines, il va être quasiment défiguré. Franchement, faut le savoir. Sinon, On il a va bien, pousser. on a bien fait d'appeler John. Il doit, Non, le mais pauvre, il je peut sais que appeler c'est- le 3921 s'il est vraiment angoissé. Pour Non, mais s'il c'est a très besoin. angoissant, c'est vrai. Non, mais ce que je dis, là, ça peut être angoissant, mais en même temps, Non, non, faut mais le rassurer que c'est normal. vous avez voilà. raison de dire que ça va passer, voilà. Oui, oui, ça va passer. Pendant 3 semaines, je pense que, bon, voilà, il va pas se trouver beau. Après, il dégonfle petit à petit, et c'est que vraiment, au bout de 3 mois, qu'on commence à être pas mal. Mais c'est très long, et le résultat final, c'est sur 1 an. Et faut attendre au moins 6 mois pour que ça soit vraiment, que ça commence à être vraiment satisfaisant. Alors je vous interromps, mais parce que j'ai parlé, c'est marrant, les auditeurs, les auditeurs sont merveilleux. On a des auditeurs très lacaniens ce soir. Oui. Je pense à Marie et Tigron parce que j'ai Oui. dit, ils me disent, vous venez de dire ce nouveau-né tant Oui. attendu, Ah, et oui. ils entendent évidemment, c'est Ouais, à c'est double sûr. sens, le Bien sûr, nouveau-né, Oui, quand oui, on dit voilà c'est un vrai. nouveau-né. Et c'est vrai, c'est très bien vu.
Oui, bah oui. Eh oui, comme s'il y avait finalement un nouveau-né, comme une renaissance dans tout ça. Oui, c'est vrai. Avec le côté très émouvant et en même temps un peu bouleversant, un peu voilà, angoissant de l'inconnu. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est une angoisse terrible, mais je pense que c'est tout à fait normal et il faut qu'il s'y prépare, quoi. Faut pas qu'il soit déçu. Je voudrais pas qu'il soit déçu comme moi je l'ai été pendant. Donc vous avez été déçu pendant la découverte. Ah oui, vraiment. Je suis rentrée chez moi, je me trouvais moche. Le nez était encore peut-être même plus gros qu'avant, mais c'est normal, c'est le corps qui réagit. Pauvre, oui. Oui, c'est l'œdème. Et pourquoi vous vous étiez fait opérer? Parce que moi j'avais un gros complexe sur mon nez depuis très longtemps, depuis l'adolescence, donc ça fait quasiment 20 ans que j'avais le complexe. Donc comme John, parce que John nous a dit que finalement c'était à l'adolescence où il avait eu des remarques très désagréables sur son nez. Alors voilà, moi c'est pas vraiment qu'on s'est moqué de moi, mais disons que c'est moi qui, je suis pas aveugle, je vois bien qu'il était pas beau, quoi. Et en fait, là où je voulais apporter un petit témoignage, c'est que faut peut-être pas attendre trop de cette opération non plus. C'est-à-dire que moi maintenant, là, donc ça fait 9 mois, le résultat est bien, mais néanmoins... 9 mois. Pardon ? 9 mois, c'est ça, oui, on est dans le nouveau-né, 9 mois, tout est le compte y est, c'est bon. Oui, c'est vrai, en plus qu'au bout de 9 mois, il commence vraiment à être pas mal. Mais malheureusement, si vous voulez, c'est un peu ridicule, mais avant l'opération, j'avais tellement fantasmé sur cette intervention que c'est quasiment comme si, pour moi, il y avait 2 catégories de personnes sur Terre, ceux qui avaient un bonnet et ceux qui ne l'avaient pas. Et qu'en passant du côté des gens qui avaient un bonnet, presque comme si, quelque part, je pensais accéder au monde des gens heureux. C'est un peu ridicule. Je savais très bien que c'était pas aussi simple. Mais on peut pas s'empêcher quand même de fantasmer. Et malheureusement, même si le résultat est bien, il faut bien savoir qu'on reste la même personne. On change pas complètement d'identité. Et c'est là aussi où faut peut-être travailler sur ça pour pas être trop déçu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de miracle, on est le même, avec les mêmes défauts, le même caractère. Et même, il y a des gens moi, la plupart des gens n'ont même pas vu que j'avais fait mon nez. Donc, c'est intéressant ça. Eh oui, même pas vu. Donc, peut-être que lui, alors, qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que vous étiez déçu que les gens pas ne vu? le voient pas? Oui. Non, ça m'a pas déçu, non. Je me suis dit que les gens sont peu observateurs finalement et que justement on croit nous qu'ils sont là quand on a un nez moche avant l'opération, on croit que les gens sont là à dire oh la pauvre fille vraiment elle a un nez, et en fait non, les gens ne voient pas ça. Et donc peut-être que lui il croit que les filles le regardaient, ne l'aimaient pas à cause de ce nez. Alors que les gens, ça se trouve, n'ont même pas vu qu'il avait un nez busqué ou je sais pas. Mais c'est ça, c'est formidable en même temps parce que vous, vraiment, c'était devenu, j'imagine, un complexe très important au point de ne penser qu'à ça, de dire ça gâche la vie à un moment, puisque on en arrive à dire je vais me faire opérer. Oui. Et vous dites, il y en a qui l'ont même pas vu que vous étiez fait opérer. La plupart des gens, ne l'ont pas vu, ouais. Alors par contre, si, quand même, c'est-à-dire les gens vous disent « Ah tiens, t'as bonne mine, t'as changé tes cheveux, t'as plus tes lunettes », des choses comme ça. Ils attribuent ça, ils voient qu'il y a un changement. Mais ils voient pas lequel. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien, ça veut dire que c'est réussi, que c'est naturel, que le résultat est bien. Mais ça veut dire aussi que les gens, quand ils me voyaient avant, ils voyaient pas une fille avec un sale nez. Et donc lui, c'est pareil, les filles ne voyaient pas John. Mais c'est ça, c'est finalement le fait que vous avez raison de dire ça ne change pas la personnalité, c'est que en apparence on se plaint d'une partie de soi qu'on n'aime pas et on pense que c'est à cause d'elle qu'on ne s'aime pas, on se sent pas attirant pour les autres. Et souvent c'est parce qu'on ne s'aime pas. Je pense que le défaut prend une telle importance. Oui, tout à fait, Caroline. Moi, là, en fait, c'est qu'il y a un problème de narcissisme derrière. C'est que on parvient pas à s'aimer de façon plus générale, et que du coup, on s'accroche à un défaut physique, on focalise. Ça joue un rôle de bouc émissaire. Enfin. Voilà, oui. C'est quasiment
un alibi, on peut attribuer des échecs, des comportements et tout à ce nez. Et en fait, quand le nez est refait, on se trouve bête parce qu'on n'a plus cette excuse. On est face à soi-même. Alors voilà, ça peut être compliqué. C'est-à-dire dire quand on disait, on misait tous les échecs sentimentaux étaient liés à ça. Et si, malgré tout, ça continue, ça change pas. Dans le fond, on peut plus se réfugier derrière ça. C'est là où ça devient problématique. Exactement. Et moi, là, je me sens dans une période de creux, un peu dépressive. Parce que, d'un côté, je suis contente, mais si vous voulez, je me rends compte que vraiment, je m'aime pas. Là, j'ai la preuve sous les yeux. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Il n'y a plus d'excuses avec ça. Et je me déconcerte moi-même. Je sais plus. Je suis pas déçue du résultat. Donc là, j'interviens pas pour dire aux gens de pas faire la rhinoplastie. Bien au contraire. Oui. Mais il faut pas rêver, quoi. Si on a des problèmes, ils sont toujours là. Ouais. C'est comme les gens, par exemple, j'ai déjà vu dans des émissions qui étaient obèses, ils perdent beaucoup de poids. Et peut-être ils rêvaient qu'ils allaient être une autre personne, mais en fait, non, pas vraiment. On est toujours le même. Et ça fait presque un peu comme un membre fantôme, vous savez. La personne qui se fait amputer d'une jambe, elle continue à et elle a toujours la douleur. Oui, voilà. Oui. Psychiquement, ça fait un peu ça. Le nez n'y est plus, donc on est décontenancé. On se dit, mais alors c'est quoi ? Et le risque serait peut-être de s'attaquer à une autre partie du corps après, vous savez. Alors, vous avez raison, c'est le risque. Certaines personnes, après, disent, puisque le problème n'est pas réglé, que j'ai toujours un mal-être en moi, eh bien, je vais... vous êtes une femme, tiens, je vais changer la taille de mes seins. Oui, voilà, c'est plus féminin. Ou je vais peut-être me faire, maintenant, une liposuction, alors je vais m'en prendre, mes lèvres, je vais les augmenter, Et finalement, elles vont complètement modifier comme ça, essayer en travaillant sur leur apparence, de dire, je vais essayer de peut-être que là... de me rendre plus séduisante, plus attirante aux yeux des autres, mais tant qu'elles n'arriveront pas à s'aimer elles davantage, le bistouri ne changera rien. Oui, voilà, je crois que malheureusement... Et c'est là où il est important mais c'est important que vous soyez consciente de ça. Oui, mais en même temps, même une fois qu'on le sait, d'accord, on le sait, mais comment faire pour s'aimer plus Mais c'est un peu plus compliqué que de passer par le bistouri. Oui. Parce que c'est vrai que ça passe par un peu un travail sur soi, de comprendre, c'est-à-dire travailler un peu sur soi et sur son histoire. Oui. Je disais à John, d'ailleurs, c'est pas, si vous voulez, la chirurgie esthétique, pourquoi pas ? Parce que si vraiment il y a quelque chose qui est complexe et qui, voyez, moi je suis pas partie de ces psys qui disent non, jamais, il faut pas, il faut travailler, on doit s'accepter tel que l'on est, jamais passer par la chirurgie. Pourquoi pas ? Mais je veux dire, ça part aussi d'arriver quand même aussi à faire un travail sur soi. D'ailleurs, beaucoup de chirurgiens esthétiques, s'ils ne font pas que dans un esprit mercantile, mais c'est aussi un vrai business, il faut quand même le dire, normalement s'assure quand même de voir que derrière, il n'y a pas... quelle est réellement la demande et il y a un entretien un peu avec un psy, voir un peu ce qu'il en est pour un peu éviter parfois certains dégâts, ce qui n'est pas le cas pour vous, puisqu'on voit bien que vous êtes contente du résultat, mais vous dites qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais c'est vrai que on voit bien, quand John hier nous parlait de son nez, qui pour lui était un vrai complexe, on voit qu'il y a, je pense à des hommes, il y a des comédiens, et je pense qu'ils ne m'en voudraient pas s'ils m'entendaient dire ça, comme Daniel Auteuil, Richard Anconina, qui ont des nez, quand même, pour le coup, c'est pas l'archétype du nez droit, enfin, vous voyez, ils ont des nez busqués, ils sont très séduisants. Ce sont des hommes qui sont très séduisants. Enfin, je veux dire, beaucoup de femmes les trouvent, que ce soit Daniel Auteuil, Richard Anconina, très séduisants. Et pourtant, leur nez, c'est pas le nez droit, ils ont pas le nez aquilin, ils ont pas, vous voyez, et ça les empêche pas d'être bourrés de charme. Ah oui, même au contraire, parce que, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui leur disent non, je veux pas sortir avec toi, ou Donc, c'est, tout ça, c'est beaucoup dans la tête aussi, Et moi, je trouve que pour un homme, c'est très différent qu'une femme. Donc, je ne sais pas si je peux dire ça, mais il y a quand même une composante un peu phallique dans le nez.
Et même pour une femme d'ailleurs, peut-être que moi c'est ça qui me gênait, qu'il soit trop gros, je trouvais que ça faisait masculin. Mais vous voyez. avez raison, le Voilà. nez aussi, l'appendice nasal, on dit il y a quelque chose qui renvoie à une dimension phallique. Et le fait qu'il soit un peu gros et un peu... Bon, c'est pour un homme, c'est pas gênant. Ouais, c'est même pas un peu avantageux, exactement, voilà, tout à fait. Ça, ouais. Oui, oui, pour une femme, c'est peut-être un peu plus compliqué. Regardez, il y a même la comédienne espagnole là, qui a... Rosie... de Palma. Voilà. Oui. Bon, alors... pour le coup, elle a un physique particulier. Alors elle a un nez vraiment qu'on repère, qu'on remarque. Ouais. Eh ben, écoutez, elle en arrive, elle a une personnalité extraordinaire. Ah ouais, elle a beaucoup. Et elle a même un physique. Elle a même un physique. Je trouve. Elle a un physique. Elle a une gueule. Elle a enfin. Oui, alors il y a des comédiennes évidemment. Elles n'aimeraient pas qu'on dise d'elle. Elle a une gueule parce qu'il faut avoir le côté. Ils préfèrent qu'on dise elle est belle. Elle est. Mais je trouve que elle. Ah oui, elle a du charme. Il y a quelque chose. Elle a du chien. C'est vrai. Voilà. Absolument, ouais. Bon. Ouais. C'est érotique, je sais pas. Tout à fait. Sur elle, ça fait ça. Oui. Et alors, les auditeurs continuent avec des auditeurs lacaniens en disant ils ont remarqué que vous disiez plusieurs fois néanmoins. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Oui. Ouais, c'est possible. Ils continuent dans leur jeu de mots, voyez. Ah oui, ça, je n'avais pas remarqué. Oui. Ah oui, mais en même temps, néanmoins, on l'utilise. Vous n'allez plus ne plus l'utiliser parce que vous avez fait une rhinoplastie. Oui, c'est sûr. Mais c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir appelé parce que je trouve que votre réflexion vraiment autour de cet échange. En plus, on n'en parle pas souvent de la chirurgie esthétique, donc on aura peut-être d'autres auditeurs ou d'autres auditrices qui ont fait comme ça une intervention de chirurgie esthétique. Alors là, on parle du nez, mais ça peut être d'autres parties du corps. Oui. Et comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que ça vous a donné plus d'assurance? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous y songez finalement? Donc vous pouvez témoigner comme ça au 3921, un peu nous dire comment vous vivez les choses. Voilà. Donc après comment vous aimez, je vous dis il y a la possibilité de faire un peu un travail peut-être sur vous. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé Sophie. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous parler. Ah oui, il y a Lily qui demande combien de temps on garde le plâtre. Oh une semaine. Une semaine, oui, c'est court. 8 jours exactement. Mais ça je vous dis c'est que le début malheureusement c'est un long parcours et pour vraiment que ça commence à être vraiment joli, il faut compter 6 mois. D'accord. Ouais, enfin déjà au bout de 3 semaines, il pourra sortir, comme dit le chirurgien, reprendre une vie sociale, c'est-à-dire vous n'êtes pas un monstre, les ecchymoses, on peut toujours mettre un peu de fond de teint ou alors on n'en a plus du tout, et vous avez un visage normal, mais on n'est pas beau quoi, le nez est encore gros et... D'accord. On va pas choquer les gens au bout de 3 semaines, le nez est à peu près normal, mais il est encore trop gros pour les canons esthétiques justement qu'on vise en faisant cette opération-là. Il faut être très patient, c'est ça aussi qui est pénible. Eh ben écoutez, c'est dit pour John alors. Voilà, et puis merci. je vous souhaite bon courage surtout, merci beaucoup. Qui s'angoisse pas trop, parce que c'est tout à fait normal, le corps met du temps à se remettre. Merci Sophie, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bonsoir Naïma. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. C'est un peu difficile comme ça de s'exprimer en radio devant plein d'écouteurs. Moi, je vous appelle parce qu'en fait, je suis amoureuse d'un garçon. On s'est rencontrés il y a 3 mois. Et assez rapidement, j'ai quand même trouvé qu'il était jaloux. Et je dirais même plus que jaloux, quoi. C'est vraiment une jalousie maladive. Et j'aurais aimé savoir s'il allait consulter quelqu'un ou pas, parce qu'il a pris conscience de son gros problème. Et il me dit que, parce qu'on a rompu aujourd'hui, et il me dit qu'il va aller consulter. Et mais je ne sais pas. Il vous dit ça parce que il vous a dit ça lorsque vous lui avez dit que vous alliez rompre au moment, puisque vous venez de rompre, c'est ça, c'est aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi vous voulez savoir s'il va consulter, puisque vous venez de rompre avec lui? Parce que je l'aime encore et j'aimerais qu'on ait une seconde chance, mais si ça ne se soigne pas, je veux pas gâcher ma vie à cause de lui en fait. Oui. Ouais. Donc je sais pas, s'il y a des auditeurs qui ont déjà vécu ce genre d'expérience, est-ce que
Est-ce qu'ils savent 39-21, hein, si effectivement des auditeurs ont été confrontés comme ça à un petit ami, une petite amie extrêmement jalouse. Vous dites de façon pathologique, ça se manifestait comment chez lui? Par exemple, je suis à mon travail, il appelle, je décroche pas, c'est une scène. Hein. C'est une scène. Pourquoi t'as pas décroché? Je lui explique que j'étais en réunion. Non, t'étais pas en réunion. T'étais occupée à faire autre chose. T'es allé voir quelqu'un. Voilà. C'est un des exemples parmi tant d'autres. Et donc voilà. Il me dit qu'il veut vraiment se soigner, qu'il a même pris rendez-vous là pour la fin de la semaine. Oui, donc il sait que c'est pas qu'avec vous, ça a déjà dû lui porter préjudice dans ses précédentes relations amoureuses. Tout à fait, oui. Oui. Il a quel âge, cet homme? Il a 33 ans. D'accord. 33 ans, oui. Et donc là, je suis un peu... S'il a le désir s'il a conscience de ça, que c'est un réel problème, ça peut tout à fait se soigner. C'est pas du jour au lendemain. Je préfère quand même vous prévenir. Hein. C'est sur la durée, oui. Ah oui, c'est quelque chose qui est sur la durée quand c'est à ce niveau-là. Ouais. Si vous voulez, il y a plusieurs formes de jalousie. Hein. Freud en distinguait trois sortes. Il y a celle qu'on peut qualifier de normale, celle qu'on éprouve quand on est trompé. Hein, donc ça, tout le monde connaît la douleur, l'humiliation. Et puis, on va parler des autres formes de jalousie. Mais vous vouliez savoir, on parle de la jalousie plutôt extrême. Donc, 39-21, si vous avez été confronté comme ça à quelqu'un de jaloux, ça pourra aider Naïma. On en parle après le journal de minuit. Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes en direct, bien entendu, jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21 pour nous parler de vous, mais aussi pour réagir aux différents témoignages. Nous sommes en compagnie de Naïma. Alors Naïma, vous étiez avec un homme depuis 3 mois, un homme qui était excessivement jaloux. Donc vous avez rompu avec lui aujourd'hui. Il vous a dit qu'il souhaitait se faire soigner car il est conscient que sa jalousie maladive détruit finalement, rend impossible toute relation amoureuse. Et vous voulez savoir si déjà il est possible de se sortir comme ça d'une jalousie excessive. Vous auriez aimé des réactions d'auditeurs au 39-21. Vous pouvez aussi réagir par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 739-21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors je vous disais que Freud avait distingué 3 sortes de jalousie. Donc je disais avant le journal celle que on qualifie de normale, hein, qu'on éprouve quand on est trompé. Il y a aussi celle que Freud appelait la jalousie projetée, c'est-à-dire c'est celle qui survient lorsqu'on a soi-même des envies d'infidélité, mais envies qui ne sont pas assumées et donc qui restent inconscientes. Donc comme elles ne sont pas assumées, eh bien on projette ces envies sur l'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'on attribue les désirs que l'on ressent soi-même sans le savoir. D'accord. Donc, en gros, c'est comme si on disait, c'est pas moi qui ai envie d'avoir une aventure, c'est toi qui as envie d'avoir une aventure. Mais évidemment, tout ça, la personne n'en a pas conscience. Hein. Oui. Donc, il y a la 3e forme de jalousie, c'est celle qui est la plus grave. C'est la jalousie délirante, et ça fait partie des symptômes de la paranoïa.
Donc, elle s'approche de la précédente qui est basée sur la projection. Et là, les aventures, au lieu d'être hétérosexuelles dans ces symptômes-là de la paranoïa, sont homosexuelles. Ouais. Et la personne qui ressent ces envies-là, en fait, se bat contre cette homosexualité inconsciente qui refuse. Et donc, alors c'est assez complexe parce que ce sont souvent des hommes qui sont victimes de cette jalousie-là. Et finalement, c'est comme s'ils disaient, c'est pas moi qui aime cet homme, c'est ma femme. Et d'ailleurs, je n'aime pas cet homme, je le hais. D'accord. Oui, donc c'est un mécanisme assez complexe. Là, on est dans un délire, hein, c'est assez compliqué. Bon, alors, si vous voulez, évidemment, vous aurez compris que celle qui se soigne le moins bien, c'est la troisième, c'est la jalousie délirante, hein, mais ça reste quand même plus exceptionnel. Parce que si vous voulez, la jalousie peut être excessive sans être délirante, heureusement, parce qu'elle peut avoir différentes causes, elle peut renvoyer à tout ce qui a été vécu comme un abandon, sans qu'il y ait eu abandon véritable, mais tout ce qui a été manque d'attention, de soins dans l'enfance. Dans l'enfance, voyez. L'abandon du père. Comment ? Il est un abandon du père et il a été trompé, il était follement amoureux d'une nana et il a été trompé, il l'a surpris dans le lit avec son amant et c'est vrai que depuis ce jour-là... Bon, c'est ce qu'il me dit, hein, donc... Non, mais c'est fort possible. Ouais. C'est fort possible. Hein. Mais si vous voulez, là-dessus, de toute façon, déjà, c'est extrêmement... c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, hein, d'être confronté... déjà, être trompé est une situation extrêmement pénible à vivre, mais en plus, y être confronté comme ça, en direct et visualisé, hein, la scène... ça conduit à l'obsession après, à voir toujours cette scène devant les yeux. Ça peut être même tellement insupportable que parfois ça mène au crime passionnel, hein, pour certains. D'accord. Bon, donc si en plus derrière dans son histoire il y a un l'abandon du père. Ouais, ça ramène à cette femme qui le trompe, qui le trahit, qui l'abandonne finalement. Oui. Ça réactive l'abandon premier, l'abandon initial. Hein. D'accord. Donc il y a des choses, vous voyez, ça se travaille, ça. Voilà. Mais en attendant, il faut bien que vous. C'est pour ça que je dis, vous pouvez pas être là à attendre. Hein. Oui. Parce que il peut pas, si vous voulez, ça va pas être en quelques semaines que ça peut se cicatriser. Non. Ouais, parce que lui, c'est ce qu'il me demande. Il me dit, attends, je te jure que je déplacerai des montagnes pour toi. Je te jure, mais parce que là, il est prêt à tout parce que vous le quittez, c'est insupportable. Ouais. Et parce qu'il souffre et forcément qu'il en souffre. Mais de toute façon, tant qu'il est dans cette jalousie-là, vous ne pouvez rien vivre. Oui, il faut vraiment que je le quitte. Votre relation ne peut être que source de souffrance. Puisque tout, et même malgré tous les gages de fidélité que vous pourrez lui donner, ça ne suffira pas à le rassurer, puisque... si vous voulez, ça trouve sa source dans son histoire passée. D'accord. Et souvent, ce qui finit par arriver, c'est que au bout d'un moment, la personne qui subit comme ça les assauts du jaloux, elle finit par craquer. Et ce qui le redoute le plus finit par arriver, c'est qu'il est réellement trompé, quoi. Oui. Parce que la personne, elle en peut plus, elle finit par craquer, elle finit par se barrer avec quelqu'un, enfin, vous voyez. Oui. C'est ce qui est terrible, mais bon, malheureusement, il pousse à ça. Oui. Mais, est-ce que vous pouvez me conseiller, en fait, je dois vraiment rompre avec lui, tout contact, Ah, mais de toute façon,
Là, ça signifie quoi de garder un contact avec lui, là? Vous n'allez pas le garder en tant qu'ami? Non, je peux pas. Ben non. Non. Vous êtes encore amoureuse de lui et lui aussi. Oui. Donc, vous allez vous faire du mal à vous côtoyer. Si vous vous revoyez, c'est qu'à un moment, si vous vous revoyez, vous allez recraquer. Donc, vous allez repartir dans une histoire. Si vous repartez dans une histoire, ça veut dire que lui, la jalousie, elle va repartir. Parce qu'il peut pas, même s'il en a le désir, qu'il a conscience que sa jalousie le ronge et qu'il en souffre, ça c'est certain, mais que pour le moment, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas non plus en sortir comme ça du jour au lendemain. Ouais. Donc, vous pouvez lui dire, soigne-toi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est malheureux que vous le quittiez, et qu'il doit se rendre compte que ça empoisonne sa vie sentimentale, sa vie tout court, qu'il va peut-être enfin faire une démarche, qui va lui permettre d'avancer. Tant mieux pour lui. Bon, vous, entre-temps, qu'est-ce qui peut se passer, Naïma? C'est que soit, effectivement, vous allez, de votre côté, vous allez bien voir, la vie va continuer, soit vous allez peut-être faire des rencontres, mais bon, ça sera pas forcément ça. Soit vous n'avez pas rencontré quelqu'un parce que vous l'aurez toujours en tête, et puis il reviendra vers vous et à ce moment-là, il y aura quelque chose de possible parce qu'il ira mieux. Ou entre-temps, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une très belle histoire d'amour. C'est possible aussi. Oui. Vous voyez? Oui. Vous pouvez pas. Oui, je garde espoir. Hein, je suis. Mais ouais, je me dis c'est du gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Mais de toute façon, la jalousie dont il est atteint gâche votre relation. Ouais. Donc le gâchis, il est que pour le moment, vous ne pouvez rien vivre tant qu'il a ce symptôme-là. Ouais. Donc oui, bien sûr, vous vous dites, tout serait formidable s'il n'y avait pas ça. Bien sûr. Mais il se trouve qu'il y a ça et que, vous voyez, en 3 mois, ça, il n'a pas attendu, en 3 mois, ça gâche déjà la relation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien. Ouais, rien du tout. Mais le problème, c'est que j'ai quand même du mal à me débarrasser. Enfin, il veut pas me laisser tranquille quand même. Oui, mais ça montre bien, vous voyez, ça montre bien aussi à quel point c'est pas très clair. Hein. À la fois, il veut se soigner et puis en même temps, il veut pas vous lâcher non plus. Hein. Non. C'est bon, vous voyez, la jalousie, la possessivité, c'est bon. Vous lui dites, je te quitte, ça, mais c'est bon. Il vous donne des gages en disant, bon, d'accord, je vais me soigner. Mais c'est quand même, me quitte pas. Donne-moi une chance, bon. Oui, donc, c'est en dernier, un désespoir là de cause, c'est je vais me soigner. Jusqu'à quel point il y a une réelle demande. Hein. Donc, faites attention aussi à ça. D'accord. Donc, la relation était invivable, vous décidez de le quitter. C'est aussi ce qui peut finalement être la meilleure des choses pour lui, pour que réellement il prenne conscience que cette jalousie lui bloque tout accès, toute possibilité à une vie amoureuse. Et qu'il gâche toute possibilité de relation amoureuse. Voilà. D'accord, très bien. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, Naïma. Merci infiniment. Au revoir. Bonsoir, Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur le témoignage d'une précédente auditrice et de John sur la chirurgie esthétique. Oui. Alors, je voulais réagir par rapport à 2 choses, à la fois sur le choc psychologique que ça peut être, effectivement, quand on découvre le résultat, mais aussi le formidable levier et la confiance en soi que ça peut donner dans un second temps. Oui. C'est-à-dire que je voulais revenir sur ce que disait la précédente auditrice. Elle disait on reste avec ses problèmes. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas pour ma part, ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors moi, mon histoire, c'est que je suis plutôt mince, d'un physique plutôt mince, et j'avais des petits seins. Et depuis toujours, en tout cas dès adolescente, je me suis toujours dit qu'un jour, je me ferais mettre des seins plus gros parce que je trouvais ça plus joli. Et puis, je crois
crois que j'avais un problème avec ma féminité, ou en tout cas ça l'a aggravé. J'avais pas non plus un père qui me trouvait magnifique, j'avais pas de regard très bienveillant sur la femme en devenir que j'étais, donc je pense que j'avais un problème avec ma féminité, qui s'est peut-être effectivement cristallisé sur mes seins, mais néanmoins, c'était devenu pour moi un problème. Donc j'ai laissé passer le temps en me disant, finalement, je vais attendre d'avoir des enfants, puis une fois que j'aurai eu mes enfants, je me ferai mettre des implants mammaires. Et c'est ce que j'ai fait, d'autant plus qu'après la première naissance, j'ai allaité donc mon fils. Et j'ai eu ce qu'on appelle la fonte de la glande mammaire, c'est-à-dire qu'en fait, ça arrive souvent, enfin ça pas arrive souvent, non mais ça arrive de temps en temps à des femmes qui ont des petites poitrines, qui allaitent, qui se retrouvent avec des seins beaucoup plus petits. Alors j'avais de la chance qu'ils ne tombent pas, j'avais pas des gants de toilette, tout allait bien, ils étaient toujours jolis, mais encore plus petits. Et donc j'ai pas allaité mon deuxième enfant à cause de ça. Et après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai décidé effectivement de mettre des implants mammaires. Donc j'étais décidée, ça faisait, j'avais 38 ans je crois quand je l'ai fait, j'en ai 48 aujourd'hui. C'était quelque chose que je souhaitais depuis très longtemps, auquel j'avais beaucoup réfléchi. Je m'étais énormément renseignée sur les différentes techniques, ce qui m'a valu de pas choisir le silicone, mais le sérum physiologique, et je m'en réjouis aujourd'hui avec l'actualité et ce qui se passe avec ces fameuses prothèses. Oui. Et du coup, donc, j'ai fait cette opération, j'étais très contente. La veille, quand j'y suis allée, j'étais vraiment très contente. C'était comme un Noël pour moi. Enfin, j'avais aucune appréhension. Je me suis fait opérer et puis 15 jours après, ou je sais plus, une semaine après, quand on m'a enlevé mes bandages donc chez le chirurgien en question et que j'ai vu le résultat, je suis tombée dans les pommes, je me suis évanouie 3, 4, 5 fois d'affilée. À chaque fois que je reprenais mes extraits, que je regardais, je m'évanouissais parce que j'avais pas été préparée. Comme disait la précédente auditrice, on m'avait pas dit que j'allais avoir un œdème. Donc je me suis retrouvée avec des seins qui faisaient 3 fois cette Pamela Anderson. Je trouvais ça monstrueux. Mais c'est incroyable quand même que l'on vous prépare pas comme ça. Moi, vous voyez, ça me surprend encore ce témoignage qu'on vous dise pas qu'après, forcément, l'intervention, ça va pas être esthétique immédiatement après. Oui, alors c'est vrai que le chirurgien que je suis allée voir était un chirurgien de la vieille école. J'avais senti tout de suite qu'entre nous, le feeling passait pas, mais que néanmoins, je connaissais des personnes qui s'étaient fait opérer d'autres choses, de personnes, et que c'était un pro, qu'il était bon. Donc j'avais décidé de faire un peu abstraction de la dimension psychologique, et j'ai vraiment eu tort. Non, mais c'est même pas psychologique. Je trouve que c'est même dans les suites post-opératoires qu'on vous prévienne de comment ça va être. Effectivement. Donc là, je ne l'ai pas du tout été. Je lui avais même demandé d'ailleurs, parce que je ne voulais pas une énorme poitrine, je voulais corriger ce qui était parti et en mettre un peu plus. Donc j'avais vraiment insisté, je voulais voir les prothèses. Surtout si vous êtes menu, pour le coup, ça va pas, c'est moche quoi. Sur un torse menu, des très gros seins, ça va pas avec, avec des petites épaules. Et donc du coup, je lui avais même demandé de me montrer les prothèses pour pouvoir choisir la taille parce que je voulais vraiment pas quelque chose de très gros. Il l'avait pas voulu. Je sais que maintenant les chirurgiens le font. Mais à l'époque, il y a 10 ans, et puis ce monsieur faisant partie de la vieille école estimait qu'il avait tout le savoir et que c'était pas à moi d'en décider et que lui savait ce qui était bon pour moi en gros. Donc, quand je me suis réveillée, pas quand je me suis réveillée, quand on m'a enlevé ces bandages, ça a été un choc terrible. Alors, bien sûr, là, ils m'ont dit, mais ça va dégonfler. Mais ça va dégonfler, on vous dit pas de combien. Moi, c'était monstrueux ce que j'avais. J'avais fait des œdèmes. En plus, comme j'avais des petits seins, ils avaient mis l'implant mammaire sous la glande mammaire, sous le muscle. Donc voilà, il y a des œdèmes plus importants que dans d'autres cas. Et donc ça, ils me l'ont pas expliqué. Donc je n'avais plus confiance en eux. Je suis rentrée dans un état de panique totale. D'ailleurs, on a dû me ramener en taxi, quelqu'un est venu me chercher, je n'étais plus en état de marcher. Je suis arrivée chez moi. Bon, mon mari était très souvent absent et absolument pas là. Il n'était ni pour ni contre cette opération, mais du coup, il était pas du tout concerné. Et là, j'étais dans un état psychologique totalement désastreux, tant et si bien que j'en ai perdu l'usage de l'écriture. C'est-à-dire que j'étais incapable d'écrire. Je ne pouvais plus former des lettres. Ça a été vraiment... donc j'étais effrayée par ce qui se passait. Je me souviens avoir appelé un numéro qui était, je crois, SOS Psy ou quelque chose comme ça. Alors là, évidemment, ils m'ont un peu rembarré parce que voilà, les gens appellent pour des choses dramatiques ou des choses très graves et que pour eux, cette histoire de chirurgie esthétique en valait pas la peine. En même temps, si vous étiez très angoissée... Oui, mais bon, là, je crois qu'ils n'ont pas apprécié le désarroi dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller voir une psy. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris la décision de me faire réopérer et d'aller voir ce chirurgien en lui disant que c'est pas ce que je voulais, et puis que j'allais très mal.
Donc ça a été une petite bagarre, on va dire, mais finalement j'ai eu gain de cause et donc 3 semaines après, je me suis fait réopérer. Et puis pour mettre donc des implants mammaires d'une dimension inférieure. Là, je savais, et j'étais davantage préparée à l'après, puisque je savais qu'il allait y avoir des œdèmes, etc. Et là, par contre, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que, une fois qu'on m'a enlevé les bandages, j'ai attendu patiemment. Et puis finalement, j'étais extrêmement contente du résultat. Et là, ça a eu un effet vraiment, j'allais dire, levier dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai totalement repris confiance en moi. Je pense que je me suis réconciliée avec cette histoire de féminité qui était un problème pas réglé. Alors je dis pas que ça a sûrement pas réglé tout le problème, mais néanmoins ça m'a permis de changer énormément de choses dans ma vie, sur le plan affectif, sentimental, mais aussi professionnel. J'ai repris des études, j'ai changé de métier, enfin. Ah oui, à ce point-là. Point de vue de la confiance en vous. Oui, ça m'a donné énormément confiance en moi. Et je me suis trouvée belle, je me suis trouvée féminine. Alors, parce que au départ, ça aurait pu, ça a été quand même assez vertigineux, la descente là. Ah, ça a été très violent. L'après-coup, la méga crise d'angoisse que vous avez fait, vous êtes quand même, du coup, vous avez bien fait. Vous êtes retrouvé à aller voir un psy pour en parler. Enfin, on voit qu'il y a quand même eu pas de préparation. Là, c'est bien beau de dire, mais voyez, ok, madame, on vous opère, mais après, derrière, ça n'a pas été sans conséquence quand même. Ça a été assez dévastateur. Donc, qu'est-ce qui a été? D'accord, il y a eu l'intervention chirurgicale au niveau de vos seins, mais il y a aussi le fait qu'après, derrière, vous êtes allé parler. Moi, j'entends ça aussi. Et c'est pour ça que j'appelais aussi, parce que moi, je ne suis pas ni pro ni contre la chirurgie esthétique. Oui, mais c'est ce que je disais d'ailleurs. De chacun, Oui, je me positionnais pas dans ce sens-là non plus. Je disais pourquoi pas, mais... Ouais. Mais par contre, je pense qu'il faut absolument choisir un chirurgien qui prend en compte cette dimension psychologique et qui parle de l'après, qui parle des œdèmes, mais aussi du changement d'image et du choc que ça peut générer. Parce qu'effectivement, l'image du corps n'est plus la même. Et même si c'est mieux, c'est quand même très troublant, surtout quand on l'a attendu depuis longtemps. Donc je pense que ça remue énormément de choses. Donc, si j'ai un petit conseil à donner, c'est ne pas négliger cet aspect-là, bien en parler avant, et puis surtout, une fois l'opération réalisée, le résultat ne se voit pas tout de suite, comme disait la précédente auditrice, ne pas paniquer, se dire que rien n'est jamais irréversible, qu'on peut toujours effectivement y revenir si jamais le résultat n'est pas satisfaisant, mais que néanmoins, quand c'est bien fait, alors là, c'est pas néanmoins, on dira ça en moins, ou en plus. Oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les commentaires la cagnotte des auditeurs, mais je trouve que, ça peut être quelque chose qui redonne confiance en soi. Certes, ne règle pas tous les problèmes, comme disait la précédente auditrice, mais en tout cas, pour ma part, je trouve que ça a réglé ce problème que j'avais avec ma propre féminité. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à l'accepter, cette féminité, parce que je m'en sentais pas digne. Comme le fait de ne pas avoir les attributs faisait que j'étais pas une vraie femme. Et que du coup, Mais c'est intéressant parce que ça, ce qu'on entend, le fait d'être une vraie femme, voyez. Ouais. Vous dites d'ailleurs, vous n'avez pas eu de regard bienveillant sur la femme que vous étiez en devenir, la jeune fille en devenir. Ouais. Et on entend tellement ça chez des femmes justement qui souffrent de leur physique, que ça soit leur poids, la forme de leur sein, beaucoup. Il y a la chirurgie, beaucoup des seins chez les femmes et où elles focalisent beaucoup, ça prend une signification très particulière et qui s'imaginent ne pas être, qui sont vraiment être exclues du monde des vraies femmes. C'est vraiment une expression qui revient beaucoup et que ce sentiment, ça atteint vraiment toute leur vie. Et comme vous dites, le problème souvent se situe ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu dans leur vie une femme adulte qui les aurait aidés à devenir une femme, quoi, comme si on leur décernait un peu une sorte de label en leur disant tu es une femme.
Voilà. Ouais. Et elles l'ont pas reçu de leur mère ou d'une autre femme. Hein. Ça peut être une Oui, tout à tante, fait. ça peut être bon. Et alors c'est là où je disais tout à l'heure que moi je suis pas, vous voyez, hostile par principe comme ça à la chirurgie esthétique, parce que je pense que quand le défaut physique est important, et qu'on est en mesure d'y remédier, pourquoi pas. Mais je pense que ça vaut la peine parfois d'y réfléchir, et notamment par rapport à tout ce qui touche à la féminité, parce que la féminité c'est pas qu'une question de, voyez, de taille, de volume des seins. Voilà. Bien sûr. Et pourtant, avant de faire mon opération, j'avais fait un travail, j'avais été en psychanalyse pendant des années, j'avais fait un travail sur moi. Cette question de la féminité était quelque chose que j'avais pourtant travaillé en analyse. Mais néanmoins, ça restait quand même quelque chose d'important, d'inscrit, comme de tatoué, je ne sais pas comment vous dire, au-delà de ce que j'avais pu élaborer, eh bien, il y avait quelque chose qui restait et qui empêchait d'aller plus loin. Je comprends. Et le fait de me faire opérer, d'avoir des seins aujourd'hui tout à fait harmonieux par rapport à ma taille, qui ne sont pas du tout des très gros seins, mais qui sont tout à fait proportionnés, eh bien, ça m'a libérée et donné confiance en moi, mais même par rapport à mon père, d'ailleurs, que j'ai cessé de voir pendant plusieurs années, et maintenant je le revois, et il ne se permet plus de réflexion sur mon physique, surtout qu'en plus, voilà, tout va bien pour moi, j'ai de la chance, mais voilà, je suis plutôt mince, et voilà, mon père a toujours trouvé que j'étais trop maigre quand j'étais petite, etc. Enfin, toujours fait beaucoup de réflexions, voilà, alors qu'en fait, je suis pas du tout maigre, enfin voilà, tout va bien pour moi, j'ai vraiment de la chance. Donc, mais n'empêche que ce regard-là et ces réflexions-là, je les supportais plus. Et le fait de me faire opérer, non seulement a changé l'image que j'avais de moi, le reste du corps pourtant est toujours le même, mais je le trouve très bien. Je n'ai plus du tout cette cette espèce de. Si ça vous a permis de vous réconcilier avec vous-même, c'est important. Mais il y avait le regard de votre père aussi, et on sait que dans le rapport à la féminité, le regard du père joue aussi. Il y a quelqu'un qui envoie un petit message en disant: Jane Birkin a eu la chance d'avoir sur elle le regard de Gainsbourg, qui selon elle avait peur. Alors je sais pas la suite du message, mais oui, Jane Birkin qui pourtant était connue pour avoir des petits seins, et ça l'empêchait pas d'être séduisante. Mais ce que je trouve très joli chez les autres, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça. On peut, chez les autres, ça ne gêne pas, mais c'est pour soi. Mais ça a même changé ma façon d'être avec mon père. C'est-à-dire que mon père ne s'est plus jamais permis, je ne sais pas s'il l'a su, s'il l'a remarqué, s'il a dû le savoir, mais en tout cas, ma façon de me poser à lui a fait que jamais plus il n'a fait de réflexion sur ça ou sur d'autres choses. Enfin, j'ai pris une espèce une assertivité, une confiance en moi, qui fait que maintenant, on ne se permet plus de me dévaloriser dans ma famille. C'est fini. Et je trouve que finalement, cette opération, elle a été, même si je suis passée par des moments très difficiles, comme je vous ai dit, si c'était à refaire, je le ferais. Et ça a été un levier très très fort pour plein de choses. À propos de la féminité, j'ai plus le titre en tête, mais on va chercher. Maryse Vaillant, la psychologue, a fait un ouvrage là dernièrement où elle questionne autour de, justement, sur la féminité, qui est très bien fait, qui est très intelligent sur le fait que sur ce diktat un peu qu'il y a actuellement. Vous en avez entendu parler ? Non, pas du tout, mais je dirais Marie Vaillant, vous dites. Maryse Vaillant. Maryse Vaillant, sur le fait que on a réduit, on offre aujourd'hui aux petites filles, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes que des modèles de femmes, des mannequins, que la beauté finalement, et plus des femmes où il y ait forcément l'intelligence. Vous voyez, on est que dans ce diktat de l'apparence à tout prix, et en disant que la féminité est quelque chose de très subtil, de très complexe, et que finalement on l'a réduite aujourd'hui à être finalement comme si c'était être désirable aux yeux des hommes. Oui, c'est vrai. Et qu'il y a quelque chose de terriblement réducteur, évidemment, dans tout ça, parce que
on peut être être femme féminine, mais sans se plier forcément uniquement à ce diktat-là. Alors paradoxalement, on dénonce l'hyper-érotisation des petites filles, et il y a lieu de le faire, parce qu'effectivement, le marketing s'est emparé de ça. Quand on voit le maquillage pour les petites filles, les soutiens-gorge pour des petites filles qui sont pas pubères, des trucs complètement absurdes, les vêtements qui sont comme pour des femmes, des strings pour des petites filles, parce que soi-disant, il faut pas que on voit la marque de la culotte sous le pantalon, des trucs complètement aberrants, quoi. Laissons-leur le temps de grandir, laissons le temps de l'enfance. Et puis à côté de ça, pour les femmes, pour les jeunes filles, il faudrait, le modèle, c'est il faut être que des objets érotiques. Et il n'y a pas ce modèle de femme ou aussi des femmes où être une femme, c'est plus complexe, plus riche que être que dans le désir, l'érotisme, la féminité. Qu'est-ce que la féminité? Elle interroge tout ça. Et c'est un livre extrêmement riche, intelligent. Je retrouve plus le titre malheureusement, mais on va chercher. Vaillant, on va chercher. je vous redirai tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reçois un mail de Fanny qui dit: j'ai un complexe qui n'a rien à voir avec le nez. J'ai des tics au visage. Et comme Sophie qui a parlé et John, je ne m'aime pas à cause de ça. Les gens pourtant me disent qu'ils ne le voient pas, mais je ne les crois pas. Je ne vois que ça chez moi. On m'a conseillé de l'accepter. Il disparaîtra, mais je le déteste tellement que je n'y parviens pas. C'est ça la question, comment s'aimer plus? Alors c'est intéressant, c'est cette histoire de tic au visage comme ça. Les autres ne le voient pas, et Fanny, elle ne voit que ça, parce que ces tics traduisent quand même une grande nervosité, et finalement plus Fanny y pense, certainement plus ces tics se manifestent. En même temps, les autres ne le voient pas. Donc, qu'est-ce qui fait que elle est persuadée que les autres le voient alors qu'ils ne le voient pas? Donc, le regard des autres là prend toute son importance. Il y aurait des choses à comprendre, certainement. Aller en parler. Peut-être parallèlement à ça, un peu apprendre à se détendre, à se relaxer aussi, travailler sur cet état de nervosité. Travailler sur le corps aussi, certainement. Apprendre peut-être à respirer, à se relaxer, mais aussi aller parler de soi. Et pourquoi finalement apprendre à s'aimer un peu plus, développer le bon narcissisme, c'est important, parce que il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé essentiel. Aussi, j'y pense. On disait que ça pouvait se déplacer. Alors moi, je pourrais dire qu'après mes grossesses, mon ventre était plus aussi tendu qu'avant, et j'en ai fait une véritable fixette. Bon, il n'était pas question que je me fasse opérer de mon ventre pour autant, mais néanmoins, c'est vrai que ça s'est un peu déplacé. Je l'ai caché, alors qu'en fait, tout va bien. Et ben moi, c'est le naturisme qui m'a permis de me sentir bien complètement avec tout mon corps tel qu'il était. Ça a été un moment de passer le cap, de remontrer mon ventre, d'enlever mes maillots une pièce et de mettre des 2 pièces, puis plus du tout. Et parce que l'univers naturiste est un univers extrêmement sain dans son rapport au corps. Et on se rend compte qu'il y a des tas de corps, de toutes formes, de toutes sortes, qu'on n'est plus dans le registre du beau et du pas beau, mais de comment on vit son corps et comment on est bien dans son corps quand on est nu. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ouais. Je comprends. Alors, ça y est, on a trouvé le titre, que j'avais plus le titre en tête, pourtant il est très évocateur. Ça s'appelle Sexy soit-elle. Ah oui. Sexy soit-elle, donc de Maryse Vaillant, Vaillant, et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous voyez, tout est évocateur, pourtant. Oui. Sexy soit-elle, Maryse Vaillant, Les Liens qui libèrent. Voilà. C'est formidable. Ouais, il est très bien ce livre, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et j'écoute vos émissions avec beaucoup de plaisir très régulièrement. Écoutez, alors je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt Isabelle, au revoir. Au revoir. Et on va accueillir maintenant, je crois, c'est Agathe qui est avec nous. Bonsoir Agathe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. On va rester dans le domaine de la chirurgie esthétique, parce que vous auriez pu en faire. Témoigner, mais enfin, oui. Oui, moi en fait, j'avais ce complexe sur le nez.
Oui. Depuis que je suis gamine, parce que j'avais l'impression que j'avais le même nez que mon père, évidemment. Donc je trouvais qu'il était trop grand, qu'il était pas beau, etc. Donc j'avais toujours dit, dès que j'ai un peu d'argent, dès que je serai partie de la maison à 18 ans, je me ferai opérer de mon nez. En plus, on m'avait dit que j'étais moche, que j'arriverais à rien dans la vie. J'étais amoureuse à 14 ans d'un garçon à l'école et la seule chose qu'il a su me dire, c'est change de tête et tu reviendras me voir. Donc ça je l'ai jamais oublié. Et donc voilà, donc le reste allait, mais moi c'était mon nez. À chaque fois qu'on plaisantait, on disait je vais te casser la figure, je disais tape dans le nez, n'hésitez pas à taper dans le nez. Donc c'était vraiment pour moi, je m'étais dit à 18 ans, ça y est, je me refais faire le nez, ça ira mieux, ça ira mieux dans ma vie, je me sentirai belle. Et puis malheureusement à 18 ans, à l'époque ça coûtait très 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 cher et j'avais pas les moyens. Donc j'ai continué à vivre avec ça, avec ce complexe. Alors pas de photos, pas me prendre sur ce côté-là, enfin bref, tout ça. Et puis en fait un jour j'ai rencontré un de mes associés de la société où je travaillais dans le couloir et il m'a cassé le nez parce qu'il courait comme un fou. Et on s'est rencontrés, donc j'ai tapé dans son épaule et j'ai eu le nez cassé. Ah oui, dites-moi, c'est incroyable. Oui, c'était pas triste, il était très 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 pressé. Alors, en plaisantant, je lui ai dit c'est le 31 janvier, vous auriez peut-être dû me dire que vous vouliez me faire la bise, c'était peut-être pas la peine de rentrer dedans. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital avec beaucoup de fou rire avec les pompiers, parce que quand on vous demande avec quoi vous êtes rentré en collision et que vous dites que c'est un de vos patrons, ça fait beaucoup rire. Oui, effectivement. Oui. C'était assez avec quoi. Et puis, donc voilà, donc c'est passé en accident de travail. J'ai eu droit à un super bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Il vous avait jamais fait de réflexion sur votre nez, lui? Jamais. Et les gens me disaient mais non, ça va. Non, jamais. Non, il a même dit à sa femme, elle est très gentille, je l'aime bien comme employée, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, donc c'est passé en accident de travail. Donc quand ça passe en accident de travail, on a 3 ans pour se faire opérer, pour que ça me coûte de l'argent en fait. Et puis le temps est passé. Et il m'a dit, mais vous savez, votre nez, en fait, il est un petit peu plus large en haut maintenant, il a un petit peu changé, tout ça. Et puis le temps a passé, puis un jour, je me suis dit, tiens, au fait, faudrait peut-être que je me fasse quand même opérer depuis le temps. Et en fait, le délai était dépassé. Donc je me suis dit que c'était peut-être un signe, qu'il fallait peut-être que je reste avec mon nez un petit peu déformé. Enfin, il n'est pas déformé, en fait, quand il est un peu plus large en haut. Et que j'arrivais à m'accepter beaucoup mieux. Et puis l'avantage d'être une femme, c'est qu'on peut se maquiller. Donc on peut un peu plus camoufler. Et puis je crois que maintenant j'ai passé le cap de me dire que mon nez il est pas si long que ça, pas si moche que ça. C'est que vous vous êtes acceptée finalement. Oui. Et je me suis fait aider par un cours qui s'appelait le théâtre, la confiance en soi à travers le théâtre. Et ça m'a énormément aidée. Et depuis je fais du théâtre. Voilà. Ah oui, mais c'est finalement, vous avez fait du théâtre par rapport à ce complexe que vous aviez, ça a été, ou c'est parce que vous aviez envie de faire du théâtre? Non. Quand j'étais petite, justement, je voulais faire du théâtre, je voulais être comédienne. Oui. Et mon père m'a répondu, tu n'es pas Grace Kelly, donc tu ne feras pas de théâtre. Ah, mais ça, je trouve ça. D'abord, je trouve ça absurde, quoi. C'est comme s'il fallait qu'une beauté. Alors, Grace Kelly, effectivement, on est dans le côté la beauté. J'ai envie de dire la beauté telle que tout le monde va s'accorder, dire que effectivement, tout un chacun va reconnaître qu'elle était très belle, parce qu'on est vraiment dans les critères, les traits du visage très réguliers. C'est ça. Quand on dit il y a des gens après, on dit la beauté, c'est très subjectif. Oui et non, parce que elle a pour le coup, Grace Kelly, c'est les traits très réguliers, très bon, voilà, mais dire t'es pas Grace Kelly, tu pourras pas faire de théâtre, c'est absurde, parce que qu'est-ce qu'on va rechercher aussi au théâtre? C'est une personnalité. Il faut du caractère, il faut, vous voyez, on est dans la logique de la mémoire, enfin, et puis du caractère, parfois quelque chose qui va émerger là où alors qu'est-ce que on confond parfois le côté quoi, c'est-à-dire c'est un mannequin qu'il faut ou une comédienne? Voilà. Ouais. Peut-être qu'on confond les deux, et que parfois, d'ailleurs, encore aujourd'hui, on confond les deux. Alors, il y a des comédiennes qui sont peut-être très jolies, mais qui sont pas forcément très bonnes comédiennes. Ouais, tout à fait.
C'est souvent ce que je dis. Moi, je suis pas Adriana, ni Carla, ni qui que ce soit. Je suis moi et voilà. Et en fin de compte, la beauté intérieure, peut-être elle se voit moins bien, comme disait notre ami Coluche, quand on arrive en boîte. Mais aujourd'hui, oui. Ouais, voilà, mais il faut pas être hypocrite non plus sur la beauté intérieure, parce que ça, c'est un peu le vieux cliché. Dire ce qui compte, c'est la beauté du cœur. Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu le truc convenu qu'on nous sert à chaque fois. Exactement. Bon, la vraie beauté, c'est la beauté du cœur et tout. Bon, dans les faits, je crois qu'à un moment, c'est y a de toute façon, quand on aime quelqu'un, enfin, on le trouve beau aussi. Et heureusement, on trouve cette personne belle. Vous voyez, on peut pas, c'est parce qu'on le regarde avec les yeux de l'amour. Ouais. Moi, ce que mes amis me disent, c'est que je suis dynamique, je suis pétillante, je suis rigolote. Mais certainement. Ils m'admirent de jouer sur scène, parce qu'eux, ils me disent, on serait pas capable de jouer sur scène. Et moi, j'adore, je vis pour ça. Je suis morte de trouille, mais j'y vais quand même, et j'adore. Ça dure 5 jours, et je travaille toute une année pour ça, et puis c'est amateur, hein, quand même. Je suis pas une comédienne professionnelle, mais oui. mais voilà, et je suis contente de jouer dans un mois, et même si je suis pas. Enfin voilà, je commence à passer quelques nuits blanches, la preuve. Je ne dors pas beaucoup. Mais grâce à vous, ça se passe, ça c'est bien. Bon, alors tant mieux. Oui, avec Caroline, c'est sympa. mais voilà, je me dis aujourd'hui, je suis quand même sur scène. C'est vrai que je ressemble toujours pas à Grace Kelly, mais mais peut-être que justement, voilà, vous êtes sur scène. Et puis moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'à un moment, on arrive à s'accepter. Alors c'est vrai qu'à l'adolescence, il peut y avoir des réflexions de certains qui ont pu faire très mal, parce qu'à l'adolescence, c'est un âge où on doute énormément de soi, c'est une période où on se cherche, où on n'est pas bien dans sa peau, on est extrêmement fragile. Mais après, même de certaines choses qui peuvent être des défauts, on peut en faire un trait de caractère, même ça devient un atout même. Même de défaut, ça peut devenir un atout, franchement. Moi, j'ai eu la chance, si on peut dire non, ou ma chance de grandir à 11 ans et demi, 12 ans, je faisais déjà 1m70, donc j'étais toujours la plus grande, très maigre, très maigre. Et donc j'étais la grande qu'on mettait au fond de la classe, la grande qui allait essuyer le tableau, la grande machin. Et en fait, là, je faisais un complexe, donc je me tenais un peu voûtée. Et en fait, à 15 ans et demi, j'ai commencé à travailler et j'ai mis des talons et j'ai été bosser et je me suis retrouvée dans le monde du travail et mes collègues m'ont dit mais t'es grande, tiens-toi droite, c'est bien une femme d'1m70. Et maintenant, je suis super fière d'être au-dessus de tout le monde dans le métro. Oui, ça c'est sûr. Oui, parce que je mets toujours des talons et en fin de compte, je suis fière de faire 1m70 alors que pendant 3-4 ans, j'étais vraiment complexée à cause de ça. Et on va laisser le mot de la fin à Cathy qui dit, voyez, par rapport à votre père, c'est un beau pied de nez du destin. Vous faites du théâtre aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Il l'aura pas su, mais voilà. Bon. Mais bon, l'important c'est que vous puissiez vous réaliser. On essaye. Bon. Écoutez, et vous êtes quand sur scène? Du 6 au 10 juin. Oui. Du 6 au 10 juin au Théâtre dans le 15e. D'accord. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle À fond la caisse. Ouais. Et c'est l'histoire c'est dans un vestiaire de supermarché. On est 6 femmes. Et donc, il y a la chef de caisse, la caissière qui a 35 ans de maison, la bimbo, la nouvelle qui arrive qui est un peu bizarre et la gentille. Et vous êtes qui? La gentille. Au hasard. La calme, celle qui est pas du tout nerveuse, donc tout à fait le contraire de moi, voilà. Et voilà, il m'arrive plein de choses. J'ai besoin de parler, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin de tout ça. Et c'est 2-3 jours passés dans ce vestiaire au milieu de ces caissières. Bon. Voilà. D'accord. Écoutez, plein de bonnes choses alors pour cette pièce. En tous les cas. Et merci encore pour vos émissions. Merci Agathe. À bientôt Caroline. D'avoir participé. Au revoir. C'est bien. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente que vous preniez mon appel. Voilà, je voulais juste répondre à Naïma, c'est ça son prénom? Oui, c'est bien ça, oui. Naïma, voilà. Oui. À propos de la jalousie, parce que j'ai cru entendre un peu que vous demandiez des témoignages. Alors, je voulais vous dire, je vais essayer d'être brève, que moi, j'ai vécu il y a très longtemps, enfin, j'ai dans les 50 ans, je compte même plus mon âge, mais enfin bon, une expérience, un amour très très fort. Je devais avoir 20 ans, je sais pas si elle est jeune, cette femme. Un amour très très fort avec un homme qui
ne voulait plus que je sorte chez mes amis parce qu'il pouvait y avoir des amants à moi, des anciens amants. Dès que j'avais un chemisier normalement ouvert, il voulait que je reboutonne jusqu'en haut, il voulait plus que je sorte, etc. Donc ça a été... je peux pas dire que c'était un enfer, mais il m'enfermait dans une tour d'ivoire. Mais il n'empêche qu'une tour d'ivoire, c'est de l'ivoire aussi. Et à l'intérieur de cette tour, moi je n'avais jamais subi ça. Un homme qui voulait même pas que les hommes me regardent. Enfin, s'il avait pu me mettre un voile, il m'aurait mis un voile. Bon, mais en même temps, cet homme, petit à petit, c'était un homme rude, le mot thérapie, il ne connaissait pas, le mot jalousie, si je lui avais dit, il n'aurait pas entendu. Enfin, bon, l'homme type, j'allais dire l'homme rude type, fermé sur lui-même, sur son psychisme, quoi. Et petit à petit, moi dans cette tour d'ivoire, moi j'avais autre chose à foutre que me faire draguer. Et j'étais très heureuse, je faisais mes études, en fin de compte, sa jalousie ne me gênait pas, et petit à petit, ça s'est estompé. Alors je dis ça, ou alors je m'en suis plus aperçue, mais je crois que je trouve ça dommage c'est peut-être très fort ce qu'elle vit elle, et c'est peut-être très pathologique chez son amie, mais je trouve ça dommage de gâcher un amour au bout de si peu de temps, parce qu'un amour c'est fort, et que les choses sont jamais parfaites. Et lui, mon Gérard adoré, j'en garde un très très bon souvenir, eh bien il a bien vu mon comportement, il a bien vu que après tout, cette jalousie maladive qui pouvait avoir, enfin plutôt le second stade de ce que vous avez décrit, les 3 étapes de Freud, il a bien vu que ça n'avait pas d'objet, que ça n'avait pas lieu d'être. Donc il a oublié cette attitude, il a été jaloux probablement pendant 6 mois comme ça, très très fort. Et moi, pour rien au monde, j'aurais voulu gâcher cet amour. C'est-à-dire j'ai accepté au début cette jalousie. J'ai accepté cette tour d'ivoire, D'ailleurs, on habitait un très joli appartement. Donc, ce que je voulais donner comme conseil à cette jeune femme, c'est, je ne sais pas si c'est intolérable. Je ne sais pas si c'est intolérable. Mais petit à petit, de toute façon, une relation, c'est à deux. Je veux dire, c'est pas ni avec lui. Une relation, c'est pas qu'une personne. Une personne avec ses défauts. Et puis, rien n'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait dommage de gâcher un amour plutôt que d'aller dire il y a un comportement intolérable chez quelqu'un, qu'il aille en thérapie. D'abord, une thérapie, c'est très long, et comme vous l'avez très justement dit, c'est très long, et peut-être que ça ne guérit pas. Ça peut durer une vie, une thérapie. Mais si vous le permettez, je pense que c'est pas elle qui gâche l'amour, c'est la jalousie là, en l'occurrence, qui gâchait leur amour. Parce que ça ne fait déjà que 3 mois, et déjà, vous voyez, il appelait sur son lieu de travail, et si elle répondait pas alors qu'elle était sur son lieu de travail parce qu'elle était occupée, et qu'elle disait qu'elle était en réunion, elle ne pouvait pas être en réunion selon lui, mais c'est parce qu'il imaginait d'autres choses. Et donc, à mon avis, c'est pas elle, c'est la jalousie qui gâchait la relation. Donc, je pense qu'il y a des degrés, il y a des intensités. Et qu'à mon avis, vu ce que décrivait Naïma, on était certainement à un stade supérieur à ce que vous avez dû vivre avec votre amie, je pense. Oui, merci en tout cas de nous avoir parlé de ce que vous avez dû vivre, parce que c'est vrai que là aussi, chaque histoire est différente, et j'en conviens tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de témoigner. Au revoir. Au revoir.